La guerre civile est la pire chose qui peut arriver à un pays. Vouloir la guerre civile ne peut être voulu que par des imbéciles de chez nous et des ennemis. Des ennemis. Voilà, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Oui, alors changement de maillot, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est après la main tendue à Morsaille et ce qu'il représente, c'est la deuxième main tendue. Alors, je vous lis le petit mot qui accompagnait ce magnifique polo. Monsieur Soral, c'est avec plaisir que je vous envoie le polo du 1er RPIMA de Bayonne, régiment des forces spéciales de l'armée de terre. Sachez que de nombreux membres vous suivent et vous soutiennent, vous et Dieudonné. Au plaisir de vous lire et de vous écouter, et c'est signé de 2 soldats que je ne citerai pas pour ne pas leur attirer d'ennui avec leur hiérarchie, hein, parce que je sais pertinemment que beaucoup de soldats, de gendarmes, de policiers, enfin des gens qui représentent les corps constitués sont avec nous en réalité. Regardez, tous ces militaires, ces policiers qui nous envoient des quenelles. Tout le monde veut leur apporter le secours. Dans la gendarmerie, dans la police, bien continuer à nous envoyer des quenelles. Je salue tous ces policiers, ces militaires, ces gendarmes qui aimeraient faire le travail pour lequel ils se sont engagés et qui ont souvent conscience de faire un sale boulot pour des élites qui méprisent, car je pense que M. Valls ne sait peut-être pas, hein, l'avorton catalan, mais je pense être beaucoup plus respecté par la police de base que lui-même. Et je lui lance d'ailleurs ce message. Il est ministre de l'Intérieur, il le sera pour combien de temps ? 3 ans peut-être encore ? Il y a la France éternelle qui existe depuis le baptême de Clovis. Je pense que M. Valls disparaîtra. Il est fabriqué aujourd'hui par le système oligarchique. On expliquera sans doute à quoi il sert. Il disparaîtra demain, hein. Et ce que je représente, même si c'est pas moi, sera toujours là, hein. Donc il rêve pas, hein. Même s'il a un peu de pouvoir aujourd'hui, ce pouvoir ne durera pas très longtemps. Et moi je crois quand même profondément aux forces vives de la nation française. Je crois à ces mêmes policiers qui refusaient de faire des interpellations à l'époque du Veldiv. Cette simple décoration porte en elle toute la reconnaissance d'un peuple. Christiane reçoit pour ses parents, non sans une certaine émotion, la médaille des justes parmi les nations. Pendant la guerre, son père, Jean Cubert Taffon, était policier au service des étrangers. Il était au courant des rafles qui se préparaient contre les Juifs. C'est grâce à lui que la famille Dora Adler a échappé au camp de concentration. Je me rends compte que c'était un être humain comme un autre, avec ses qualités, ses défauts, et qu'un policier il pouvait être tout simplement un être humain. Voilà. Je crois que c'est ça qui compte. C'est pas parce qu'il était policier qu'il n'avait pas de cœur, qu'il n'avait pas de tripes. Des tripes, mais surtout beaucoup de courage. Il fournit aussi des cartes d'identité aux Juifs et des renseignements à la résistance. Il faut rappeler cet héroïsme policier par le trompage d'étage, il suffisait de ne pas frapper à la bonne porte. Et ça me donne un peu de courage et de conviction face effectivement à des types comme Valls. Je pense que c'est important de le rappeler. Donc, main tendue à Morsaille, main tendue au corps constitué. Merci au 1er RPIMA, qui est, je crois d'ailleurs, l'arme dans laquelle était mon propre beau-frère. Alors le 1er RPIMA, ça signifie en fait le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Alors on est environ 850 et on compte parmi ces 850 une dizaine de personnels civils de la défense. Et on a une trentaine de femmes, dont 25 militaires. Alors c'est quand même un régiment d'élite, de prestige, donc c'est assez prisé des autres unités, des autres militaires qui sont déjà en unité, ou bien même des gens qui sont dans le civil. C'est une unité de force spéciale d'infanterie, donc dans lequel on va être très 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 formé, très compétent et expert dans beaucoup de domaines. Merci pour ce magnifique polo, et j'en ai d'autres en réserve que je porterai dans de prochaines vidéos. Et je m'excuse du retard, mais j'en reçois beaucoup. À peine le président s'est-il retiré à la lanterne qu'un nouveau couac secoue le gouvernement. D'un côté, l'ambitieux Manuel Valls pressenti comme futur chef du gouvernement qui critique la réforme pénale.
La quasi-totalité des dispositions de ce texte a fait l'objet de discussions, voire d'opposition du ministère de l'Intérieur. S'il a affirmé regretter la publication de ses propos, Manuel Valls les assume et s'oppose frontalement à Christiane Taubira. Sur le fond, il y a 2 points de désaccord entre les 2 ministres. D'abord, la surpopulation carcérale. Christiane Taubira veut supprimer les peines planchées et dépeupler les établissements pénitentiaires. Pour Manuel Valls, il faut construire de nouvelles prisons. C'est également le souhait de l'opposition. Deuxième point, la récidive. La garde des Sceaux veut instaurer des peines de probation pour éviter l'incarcération systématique. Pour Manuel Valls, le projet est trop flou. Selon lui, il faut d'abord réformer le parquet et surtout, il demande pour les récidivistes une exigence accrue de prévisibilité et de fermeté. Pour moi, les positions Valls et Taubira sont pas antagonistes. C'est une mise en scène qui est faite devant nous. Et puis, autre propos, celui de Jean-Luc Mélenchon qui dit Manuel Valls est contaminé par le Front National. Est-ce que vous êtes contaminé par le Front National, Manuel Valls? Il est là, Coco? Coco, c'est qui? Manuel Valls. Je l'appelle Coco le perroquet. Il répète tout ce que je dis. Manuel, j'aimerais que tu arrêtes de me copier, hein. Oh, monsieur Sarkozy. Quoi, c'est vrai. Il est ministre de l'Intérieur pour devenir président, comme moi. Il attaque les musulmans, comme moi. Il est fan de Johnny, comme moi. Et comme moi, il pense qu'Hollande et ses ministres sont des gros nullards. C'est vrai que c'est troublant, hein. Je suis l'homme qui chante et qui danse, celui qui fait pchit et boum boum. Oui, parce que après, bon, les mains tendues et tout ça, c'est comment le système fonctionne, hein. Parce que pour pouvoir réagir, il faut comprendre la stratégie de l'adversaire. Alors on a bien vu aujourd'hui que le système est en train de fabriquer Manuel Valls, comme il avait fabriqué Bayrou à une époque, Mélenchon à une autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il rêve, hein. Pour l'instant, il a l'impression qu'il avance très vite, mais parce qu'il a un propulseur, mais le jour où on lui enlève le propulseur, il avancera beaucoup moins vite. Moi, j'avance avec que des vents contraires, donc je pédale avec des gros mollets. Hein, il faut savoir qu'à vélo égal, il ne gagnerait pas la course. Hein. Donc le système est en train de fabriquer Valls, à mon avis, pour des raisons assez facilement explicables. On voit très bien le PS a monté une polémique de toutes pièces entre Valls et Taubira, dont Taubira, une fois de plus, fait les frais. Hein. Christiane Taubira n'a pas du tout apprécié que le ministère de l'Intérieur en appelle au président, sans même la prévenir. Je ne peux que m'étonner qu'un tel document ne m'ait pas été communiqué. C'est on va dire la négresse de service, elle fait le sale boulot en faisant passer la loi 13 que les Français n'aiment pas sur le mariage pour tous. Et elle fait ce qu'elle peut, parce qu'elle n'a pas de budget, donc du laxisme pénitentiaire, parce que de toute façon il n'y a pas de prison. Christiane Taubira lève le voile sur sa future réforme pénale. L'objectif de la peine de probation est double, désengorger les prisons et lutter contre la récidive. Concrètement, à la place d'une peine inférieure à 5 ans, le juge pourra prononcer une peine alternative effectuée en dehors des prisons, comme le port d'un bracelet électronique ou l'obligation de soins. Autre nouveauté, le gouvernement supprime les peines planchées. Là encore, Manuel Valls ne peut que s'incliner. C'était une promesse du candidat Hollande. L'objectif est d'en finir avec la surpopulation carcérale. Donc elle accompagne en fait l'absence de budget en le justifiant par de l'idéologie gauchiste. Oui, les magistrats vont continuer à prononcer des peines de prison. Simplement, on constate bien que le taux de récidive qui n'a cessé d'augmenter, puisque de 2007 à 2012, il a continué à augmenter, il est à 57% et même à 64% selon les types d'incrimination et la durée d'incarcération. Ce taux de récidive met en danger les Français. Christiane Taubira compte sur le recrutement de 300 conseillers de probation pour mieux encadrer les condamnés. Objectif, favoriser leur réinsertion sociale et ainsi limiter le risque de récidive. Et pour ça, elle se fait attaquer par Valls, c'est du théâtre, comme effectivement représentant le laxisme, alors que Valls représenterait le sécuritaire. Nous avons besoin que, encore une fois, l'autorité de la loi s'impose partout, et que la sanction s'impose. Et en l'occurrence, que la prison joue totalement son rôle. Et là, on voit très bien que le système est en train de nous fabriquer, avec Valls, un petit Sarkozy de gauche, pour ne refaire la même arnaque dans 2007, où effectivement, le système avait fabriqué, Sarkozy contre Le Pen. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Quelques mois plus tôt, visite à la Courneuve. Nicolas Sarkozy explique qu'il faut nettoyer au Karcher la cité des 4000. Pour dire en gros, vous aurez, avec Sarkozy, vous aurez Le Pen sur Le Pen. C'est-à-dire que vous aurez la lutte contre la délinquance, la sécurité, une certaine république qui s'affirme, etc. Je ne retire rien, je ne regrette rien, je ferai ce que j'ai dit et nous aurons les résultats, ça prendra le temps qu'il faudra. C'est la même escroquerie aujourd'hui avec Valls, en se servant de la pauvre Taubira, bouc émissaire, toujours pareil, la négresse de service sacrifiée, et avec cette idée, à mon avis, qui est le seul espoir du PS. Je pense que Hollande n'est pas rééligible et que si le gang de gauche veut garder le pouvoir et rester aux affaires, leur seul espoir, c'est de se retrouver face au Front National au deuxième tour. C'est le discours de La Rochelle de Valls, c'est-à-dire que leur problème serait la lutte contre le fascisme. Cette lutte contre l'extrême droite, Emmanuel vient de le rappeler, elle est au cœur même de notre engagement, de femmes, d'hommes, de militants, de gauche. Où là, ils nous prennent tous pour des mériques. Le problème, c'est la lutte contre le chômage et la désindustrialisation. C'est pas la lutte contre le fascisme, dont Jospin nous avait expliqué déjà il y a des années que c'était du théâtre. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. Donc là, on voit ce petit théâtre, où en fait le PS pousse Valls, pour l'instant, veut le mettre face à Marine Le Pen au deuxième tour, en espérant que comme ça le PS puisse gagner les élections en refaisant le coup qu'avait fait Sarkozy face à Le Pen en 2007. On voit que c'est exactement la stratégie. Donc c'est tous unis contre le fascisme, un fascisme qui n'existe pas, ou s'il existe, c'est l'oligarchie mondialiste mondiale à qui Valls fait allégeance quand même. C'est-à-dire l'américano-sionisme et l'oligarchie bancaire, compradeur et cosmopolite. Donc je ne viens pas ici pour recevoir des leçons de brevet de lutte contre l'antisémitisme. Et donc le système fabrique ce petit Valls sécuritaire, soi-disant, antifasciste, qui serait peut-être, effectivement, c'est son rêve, il se voit président de la République déjà, qui serait le Sarkozy de gauche, car le PS sait qu'aujourd'hui l'électeur français vote systématiquement contre le sortant, et que s'il y a un deuxième tour gauche-droite classique, le candidat PS sera éjecté. Alors ça sera peut-être Copé qui repassera à la caisse, et le PS se dit que le seul espoir d'être élu, c'est face à Marine Le Pen, avec toujours ce travail de diabolisation antifasciste. Le populisme, c'est tromper le peuple. Combattre le populisme, c'est donc répondre d'abord clairement aux attentes du peuple. Gagner contre l'extrême droite, c'est s'interroger posément sur les ressorts du vote Front National. Car si l'on ne le fait pas, on risque la pire des choses. L'incantation. Alors quand on regarde bien ce que c'est que le projet du Front National aujourd'hui, notamment en écoutant Philippot... Deux choses. Un, de vraies économies. Moi, je veux bien qu'on demande des efforts aux Français et aux retraités seulement le jour où on aura fait les économies qui s'imposent. Or, on ne les fait pas. Vous les faites où, les économies? Alors, je les fais par exemple sur la fraude sociale. C'est 20 milliards par an d'après un rapport parlementaire. Il y a des mesures très concrètes à prendre, comme la mise en place par exemple d'une carte vitale biométrique. Je les fais sur la fraude fiscale, parce qu'on ne va pas véritablement rechercher les gros fraudeurs. Je les fais également sur l'immigration, parce que je veux bien qu'on nous explique que ça rapporte de l'argent. Zéro immigré en France? Non, ça ne veut pas dire grand-chose. Zéro immigré, c'est arrêt de l'immigration. Oui, donc arrêt de l'immigration. On ne peut plus entrer du tout d'immigrés en France. Oui, on sera à 10 000 par an, parce que c'est un seuil incompressible, et puis il peut y avoir des talents qui viennent en France pour faire rayonner notre pays. Mais on passe de 200 000, chiffre sous l'UMP et sous le PS, à 10 000. Et puis c'est l'argent du système financier, du système bancaire, le renflouement des banques grecques, des banques portugaises, espagnoles, ça nous coûte extrêmement cher au nom de l'euro. On vient de décider un nouveau plan grec. Vous sortez de l'Europe? Non, on choisit. On fera un référendum pour la sortie de l'Union européenne. Oui, bien sûr, s'il faut sortir de l'Europe, on le fera sans aucun état d'âme parce que ce sera bon pour la France. J'ai peur que Valls contribue à réhabiliter le fascisme. C'est qu'effectivement, ce fascisme-là, tous les Français en veulent. Y compris d'ailleurs les Français immigrés, d'origine immigrée, intelligents et qui ont compris à quelle sauce on les avait mangés depuis des années et des années. Je pense que, après mon débat avec Chamby, beaucoup ont compris. Voilà. Je ne suis pas là pour dire voilà ce que doit être l'islam, voilà ce que doivent dire. Je dis voilà, moi je fais un constat, je dirais presque abstrait, en dehors. Je dis voilà ce qui s'est passé en gros selon moi. Maintenant, si vous voulez prendre votre place en France, ce que je souhaite,
Parce que c'est mon intérêt, j'y trouve mon intérêt. Vous dites prendre votre place, on est chez nous. Vous ne l'avez pas. Mais non, mais arrêtez. Vous êtes assis dans les chiottes. Arrêtez. Vous êtes dans le salon, vous êtes dans les chiottes. Non, je suis désolé. Je suis assis. Vous êtes au fond des chiottes. Là où mon combat me permet d'être. Arrêtez de me dire que les chiottes, c'est le salon. Attendez, à cause de qui? À cause de les qui? sionistes sont dans le salon. Oui, alors. Les sionistes sont dans le salon. Le Front National dans la salle de bain et vous êtes dans les chiottes. Et le MP et le PS sont dans les chambres à coucher. On le dénonce, ça. Et ça fait 40 ans que vous êtes dans les chiottes. On n'est pas masochiste, monsieur Soral. Sortez on les n'est pas masochiste. Je suis c'est pas Marine Le Pen qui vous empêchera de sortir les chiottes. Pourquoi vous emballez là tout seul là? Oui, ça c'est l'aspect plus gênant. On voit bien aujourd'hui qu'on est dans une logique de guerre mondiale au niveau international et de guerre civile en France. C'est comme la crise économique est grave, que les politiques n'ont aucun pouvoir pour lutter contre cette crise économique, qui n'est pas une fatalité, mais qui est liée à la spoliation de l'usure du système bancaire mondialisé, celui que Todd a du mal à identifier quand il regarde systématiquement la vertueuse Allemagne industrielle. Il faut regarder plutôt du côté de Wall Street et de la City. Comme cette crise économique s'aggrave, qu'elle a des conséquences sociales très violentes, et que les politiques qui sont des vendus au pouvoir, à ce pouvoir bancaire ne peuvent rien faire, ils cherchent effectivement des boucs émissaires. Et leur logique aujourd'hui, c'est la stratégie du chaos. C'est à la fois, je vous dis, faire venir l'immigré, en faire un voyou ou un islamiste. Et ça peut être aussi un voyou et un islamiste avec la stratégie djihadiste sponsorisée par le Qatar. Je crois qu'Ahmed Moualek d'ailleurs vient de rallier cette tendance qui a effectivement peut-être un petit avenir. Ya'oudou billah, alayhi salatu wassalam, ya Rab, ya Rab, ya Rab, kila. Et on voit bien que Valls est dans cette logique, qui est la logique Mera, c'est-à-dire de fabriquer et de désigner l'islamo-racaille, en espérant que le plus possible d'immigrés de confession musulmane tombent dans le piège en confondant islam respectable et légitime, qui est celui que nous essayons d'aider à faire connaître, qui est celui de Sheikh Imran Hossein, qui discute aujourd'hui d'ailleurs avec Douguin, ce qui est intéressant puisque je suis l'éditeur de l'un et le préfacier de l'autre, en identifiant bien quelle doit être l'union sacrée. Изложение своей позиции шейху Имрану Хусейну слово. So I am very happy to greet you here, so to be able to hear you personally, to see you personally, to exchange our opinions with you. The religion of Islam, as it has come out of the Quran and out of the example of the Blessed Prophet, Allah's blessing be upon him, is a religion with zero tolerance for oppression. And we now live in a world with greater oppression than history has ever witnessed. And so it is but natural that the true Christian would want to stand up to resist oppression, to seek to liberate the oppressed, and to struggle against the oppressor. If this is the mission of the true Christian, it is also the mission of the true Muslim. And this naturally should draw us closer together. Comme d'ailleurs Nasrallah identifie bien quelle doit être l'union sacrée aujourd'hui. خامسا إن فلسطين والقدس أيها الإخوة والأخوات هي مسؤولية عامة وشاملة لكل فلسطيني وأيضا لكل عربي مسلما كان أو مسيحيا ولكل مسلم في العالم بل لكل مسلم بل لكل إنسان في العالم لأنها قضية حق. On voit bien que les penseurs, les grandes figures à la fois morales, spirituelles et intellectuelles des temps présents, que sont Douguin, que sont Nasrallah, que sont Sheikh Imran Hossein, disent exactement la même chose aujourd'hui et la même chose que moi. ليس فقط تفكيك الدول والجيوش وأيضا تفكيك الشعوب مسيحيين ومسلمين وسنة وشيعة ودروز وزيدية وإسماعيلية وعرب وفرس وكرد وترك ونتقاتل ونتخاصم. ألم يئن لشعوب المنطقة أن تعرف وتدل بإصبعها على الدول؟ من المؤسف أنه بعد لهلا ما عندنا قرار أن ندل بإصبعي، بس كلياتنا فاهمين. Ce qui est quand même
rassurant pour moi, notamment, et j'en suis assez rassuré et flatté. Voilà. Alors après, on va voir que cette logique de guerre civile s'aggrave chaque jour un peu plus par un travail qui est essentiellement un travail de médias. C'est-à-dire qu'on voit très bien que la réalité complexe, il est difficile de la connaître, notamment sur la réalité de la délinquance, son aggravation, etc. Mais les médias, c'est eux qui décident, un peu comme une table de mixage, de le cacher ou pas. Aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que les médias qui nous cachaient la montée de la délinquance et les liens fatals entre la délinquance et l'immigration, qu'il n'est pas question de nier, aujourd'hui décident de le mettre systématiquement en avant. Et ça donne les affaires de Trappes. À 35 km à l'ouest de Paris, Trappes, ville de 30 000 habitants, des affrontements, vous le voyez, entre les forces de l'ordre et des habitants, après l'interpellation la veille d'une femme qui portait le voile intégral. Les affaires de Bretigny. Écoutez, ce qui est sûr, puisque nous y étions, c'est que la situation était très tendue. Nous avons assisté à des échauffourées, des bousculades entre des CRS et un groupe de jeunes, mais ce qui est très difficile, c'est de savoir ce qui s'est passé avant ces échauffourées. Alors, il y a les policiers qui étaient présents hier soir, qui nous ont dit qu'ils avaient été caillassés, qu'ils avaient reçu des projectiles et qu'ils avaient assisté à des tentatives de vol sur les victimes de l'accident de train et sur les secouristes. Les affaires de Brive. Un engin de chantier incendié, plusieurs véhicules dégradés. Voilà tout ce qui reste de la violente altercation qui a éclaté à Brive la semaine dernière. Une bagarre qui a opposé des habitants de ce quartier à des militaires du 126e régiment d'infanterie militaire qui seraient d'origine polynésienne selon une dépêche de l'AFP. Et on voit à chaque fois que on est à la fois sur des choses, sur deux curseurs. C'est qu'il y a effectivement de plus en plus d'agressions, on va dire de Français de souche ou pas d'ailleurs, parce qu'à certains endroits on voit que c'est des Français tahitiens, par des jeunes issus en général de l'immigration, des agressions au couteau, donc ça c'est grave, et on nous le montre alors qu'avant on nous le cachait, sans trop nous expliquer d'où ça vient et pourquoi, il y a des tas de causes que j'ai expliquées depuis des années dans mes livres. Et puis de l'autre côté, on voit aussi une colère du Gaulois, je dis Gaulois, exprès, de plus en plus légitime, qu'on a marre de cette montée de la délinquance, de la sécurité, ce qui est avec des agressions de personnes âgées, etc. Et on nous met aussi, les médias nous font exprès l'amalgame entre délinquants et musulmans. Les violences ont débuté quand 250 habitants se sont rassemblés devant le commissariat de la ville. À l'origine de leur colère, l'arrestation jeudi soir suite à un contrôle d'un homme et de son épouse intégralement voilés. Ce contrôle a mal tourné, les policiers ont été agressés et un des policiers a été frappé et le jeune homme dont vous parlez a essayé de l'étrangler. On est face à un défi qui est lancé à la République par la force d'une pression communautariste. C'est totalement insupportable. Pour effectivement créer une colère du musulman qui n'aime pas être assimilé à un voyou et à un délinquant, alors que l'islam, dans ses valeurs, il suffit de lire le Coran, est une structuration morale pour échapper à ça. Donc c'est une injustice très grande qui leur est faite et qui les pousse à la colère, d'autant plus qu'ils sont issus de classes sociales en général assez défavorisées et assez mal représentées. Après la prière du vendredi, un groupe d'habitants de Trappes qui avons été touchés par cette histoire, parce que nous aussi on est trappistes, nous aussi on est musulmans, nous aussi on a des femmes, nos frères, nos sœurs, nos mères aussi qui portent aussi la tenue traditionnelle musulmane. Et donc du coup on craint aussi pour nous. Donc on est parti voir la police pour essayer d'avoir des explications. On est venu très pacifiquement, on a pris le temps. Grosso modo, ils nous ont très mal reçus. Ils n'ont rien voulu savoir, sortez du commissariat, on ne parle pas avec vous, on n'a pas à discuter avec vous. Et on les pousse donc à une colère liée à une injustice, effectivement, qui fait le jeu du système aussi. Donc ça c'était hier, vendredi, je ne sais plus on était le combien. Et donc c'est ce soir même qu'en effet, beaucoup de jeunes de la ville, jeunes et moins jeunes, se sont rassemblés dans le but d'avoir des explications. Et bon, puisque la police aussi s'était rassemblée, en voyant, je pense, le monde, et donc casque anti-émeute, etc. De là, il y a eu un affrontement entre la police et les jeunes. Voilà, ce qui était à craindre. Après avoir essayé de dialoguer, on a été rejetés comme des animaux du commissariat, après qu'il y ait eu donc des échauffourées avec la police, et bien finalement, c'est une version complètement tordue qui est transmise à la télé. Faut arrêter. Donc on a colère gauloise, délinquance, immigrés, et colère des musulmans à cause d'une injustice qui leur est faite. Et là, j'accuse même les médias. Quand on a
continuellement des unes à l'Express, sur tous les journaux télévisés, aux 20h, des unes sur des femmes voilées, sur le voile intégral, comme s'il ne se passait que cela en France, avec la crise aujourd'hui, avec la délinquance. On n'a que ça à faire, de nous parler à chaque fois de femmes voilées, comme si c'était une menace pour la République. Et je pense que tout ça est voulu par le système, relayé par les médias, à partir de réalités qu'il ne faut pas nier, et sur lesquelles il faudrait travailler sérieusement, avec, je veux dire, un vrai programme de redressement national, de réindustrialisation, de remoralisation, etc., etc., que je pense que le Front National pourrait faire s'il accédait au pouvoir, hein, et personne d'autre, hein, d'ailleurs, personne d'autre le ferait. Et ça crée ce contexte général, effectivement, d'aggravation des tensions et de climat de guerre civile totalement voulu, mais qui, je le dis, fonctionne sur des bases réelles, hein, il n'est pas question de le nier. Voilà. Et que face à ça, il y a soit on tombe dans la guerre civile, qui est la pire des choses à vivre. Pour ça, j'engage les gens qui rêvent de guerre civile, qui parlent avec le général Aoun, c'est-à-dire avec des Libanais ou avec des anciens Yougoslaves, qui eux ont vécu la guerre civile et qui verront que c'est la pire chose. La guerre civile est toujours quelque chose que veut l'ennemi d'un pays, et qu'on colle à un pays comme un cancer. Il suffit d'ailleurs de lire l'histoire de France de Bainville pour voir que chaque fois que la France a été affaiblie, elle a été affaiblie par des guerres civiles qui ont été voulues instrumentalisées par les ennemis, en général les Anglais. Hein. Aujourd'hui, c'est plus les Anglais, mais c'est effectivement cette perfide Albion incarne bien plus que les Anglais. Donc je pense que quelqu'un qui veut la guerre civile en France est un imbécile ou un salopard. Hein. Voilà. Il faut l'éviter à tout prix. Mais pas, je dirais, par une main tendue, mais une main tendue, mais ferme, hein, voilà, de réconciliation nationale sur des valeurs saines et bien faites, voilà. Et je pense que ça, c'est ce à quoi je travaille, c'est ce à quoi pourrait travailler le Front National demain, le Front National de Philippot, hein, pas celui de Louis Alliot, que heureusement on n'entend plus du tout, et qui lui aussi me fait un procès en 2014, hein, voilà, qui représente l'aile sioniste du Front, malheureusement, et qui, à mon avis, par l'intelligence nécessaire qu'aura le Front, mois après mois, pour comprendre effectivement quel peut être son destin historique pour sauver la France, sera de plus en plus sur une ligne Philippot-Marine et de moins en moins sur une ligne Marine Alliot. Hein, c'est une logique, je dirais, politique. Sinon, le Front National serait bête et il le payerait. Hein, voilà. Et donc, voilà, pour finir cette digression, logique de guerre civile à laquelle travaillent nos élites oligarchiques, le lobby sioniste, les Aziza, les Valls, à leur poste de ministre de l'Intérieur, alors qu'ils devraient faire l'inverse. Voilà. Et tout ça est parfaitement compris par les Français qui réfléchissent, par les Français d'origine immigrée qui arrêtent de se faire manipuler et qui se réinforment notamment à notre site, par les corps constitués qui sont sur le terrain, les policiers, les gendarmes, qui eux aussi ne veulent pas de guerre civile et savent très bien à quel point tout ça est une poudrière et qui ont l'intelligence du terrain, comme avait Olindre, l'intelligence de Olindre quand il parlait de l'OAS. Je suis sûr, nous sommes sûrs, et moi, le tout premier, que beaucoup de ces gens-là peuvent voter pour nous. Parce que parmi ces immigrés, il y a des gens qui aiment la France. Alors c'est plus facile de ne rien foutre, de dire tac tac tac, on va descendre dans la rue avec la Thompson. Personne ne descendra dans la rue. Personne ne descendra dans la rue. Parce qu'en Algérie, on avait une partie de l'armée avec nous. On avait de l'armement. Hein, eh bien, il n'y a pas grand monde qui est descendu dans la rue. Moi, quand j'ai fait mon maquis, je comptais sur 600 personnes. J'en ai eu 6. Alors demain, ils descendront dans la rue avec quoi ? Etc. Il faut réécouter Olindre aujourd'hui pour comprendre, pour que les nations comprennent effectivement que ma ligne est la bonne, même pour un Gaulois nationaliste. Hein. Mais que ça plaise ou pas à ce monsieur, il y a des gens qui sont là maintenant depuis 20-30 ans avec la carte d'identité. Je dis tout simplement, et je le répète, même s'il veut me traiter de salaud, ce que je ne suis pas, on ne les renverra pas tous. Parce que c'est facile de dire on va tous les renvoyer. Et si on descendait dans la rue, hein, un avec une batte de baseball, l'autre avec un lance-pierre, et le troisième avec une mitraillette Sten sans chargeur, on serait dissous dans la demi-heure, et les républicains armeraient les banlieues pour sauver les valeurs de la République. Alors en quelle langue il faut le leur dire ? En quelle langue il faut le leur dire ? Ils vont descendre dans la rue, notre Dieu, on va voir ce qu'on va voir. Mais ce sont des débiles, les mecs qui pensent ça. La guerre civile est la pire chose qui peut arriver à un pays. Vouloir la guerre civile ne peut être voulu que par des imbéciles de chez nous et des ennemis. Des ennemis. Voilà, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Réfléchissez-y. Regardez ce qu'ont été les guerres civiles dans d'autres pays. C'est la pire vérole que peut attraper un pays et il faut essayer d'y échapper
à tout prix, mais je dis évidemment pas à n'importe quel prix, c'est pas la même chose. Voilà. Des poubelles en feu, des véhicules qui flambent et un hélicoptère qui ratisse encore la zone. Deuxième nuit de tension à Trappes, plus de 48 heures après l'interpellation d'une femme voilée qui aurait mal tourné. Oui, si on veut faire le Trappes, c'est l'histoire de la femme voilée. Voilà. Donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure. À Trappes, je pense que c'est une maladresse policière instrumentalisée. Et je le dis, à la fois, je suis très agacé de voir des femmes en voile intégral, mais en même temps, je pense que la meilleure stratégie, c'est d'attendre que ça leur passe, et je pense que ça leur passera. En général, ce sont des convertis qui font de la surenchère, ce sont rarement des musulmans de longue date. Je me suis convertie, ça doit être en août 2007, à peu près il y a 2 ans. J'ai d'abord étudié qu'est-ce qui est mieux approprié au niveau de la pudeur, qu'est-ce qui va me rapprocher de mon créateur. Ce n'est pas une contrainte du tout. Pourquoi ce n'est pas une contrainte du tout ? Parce que je suis une croyante et que je suis fervente, que j'ai la dévotion. Je suis une dévote pour mon Seigneur. Et moi je vois que beaucoup de filles qui portaient le voile, etc., 3 ans après ne le portent plus. Donc je pense qu'il faut avoir une réaction intelligente par rapport à ça, même si ça ne me réjouit pas de voir la France sans voiler, et surtout sans voiler intégralement. Je fais bien la différence, moi, avec le petit bandeau de la jeune femme musulmane, contre lequel j'ai rien du tout, que je trouve même assez élégant, et puis ce voile intégral qui n'a rien à voir avec, je dirais même, la culture islamique. Voilà. Mais je pense que c'est pas pire, finalement, que quelqu'un qui se fait un jeune qui fait un Iroquois à un moment donné, ça lui passe, l'Iroquois rose avec le rat sur l'épaule, ça passe au bout d'un moment, et je pense que le voile intégral, c'est un peu la même chose. C'est des prurites de malaises sociaux et identitaires, qui en général sont faits par des convertis, qui ont vocation à passer avec le temps, et surtout si on fait les choses qu'il faut pour que la névrose sociale baisse, et que la provocation est inutile. Voilà. Donc moi j'ai une réaction, je dirais, intelligente à cette question, et je suis étonné que certains policiers jouent ce genre de provocation, mais je pense qu'ils ont des ordres. Et je pense que d'ailleurs quand je vais dire ça, j'aurai des témoignages de policiers qui me diront que certains ont des ordres pour aller foutre la merde et faire de la provocation. Il y a des habitants de Trappes qui se plaignent justement d'être systématiquement contrôlés, et notamment, il y a d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de femmes qui portent la burqa en France, c'est 2 ou 3 000, je crois qu'il y a eu 700 interpellations depuis que cette loi a été votée, et je crois que 20%, entre 15 et 20% des interpellations ont eu lieu justement à Trappes. Et ces habitants qui disent qu'ils se sentent harcelés par la police. Vous savez, en plein été, en plein ramadan, un couple aller contrôler violemment une femme en voile intégral, c'est vraiment vouloir qu'il y ait des émeutes à Trappes. Voilà. Donc, j'aimerais bien que Valls nous explique un peu quelle est sa stratégie. Donc c'est réglé pour l'affaire de Trappes. Nous sommes quelques minutes après le déraillement du train. Les secouristes portent assistance aux victimes. Un important dispositif de sécurité se met en place. Des policiers sont dépêchés sur les lieux. Ce sont eux qui relatent la scène. Elle figure dans cette note de synthèse, un compte-rendu de la direction centrale des CRS. À leur arrivée, les effectifs de la CRS 37 devaient repousser des individus qui gênaient la progression des véhicules de secours en leur jetant des projectiles. Certains de ces fauteurs de troubles avaient réussi à s'emparer d'effets personnels éparpillés sur le sol ou sur les victimes. Il n'existe à ce jour aucune image de ces incidents. 4 plaintes ont été déposées, dont celle d'un médecin du SAMU qui s'est fait voler son téléphone portable. Alors l'affaire de Brétigny, c'est l'affaire du train qui s'est renversé. Alors on a dit qu'il y avait des jeunes qui avaient pillé des cadavres, etc. Et alors là, il y a un problème de sociologie. La question qui se pose, c'est est-ce que les jeunes de Trappes ont pillé des cadavres ou est-ce qu'ils ont aidé les secours ? Mais en fait, il y a vu ce qui se passe dans les cités, les mecs qui se font abattre tous les jours et tout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, où les temps sont durs pour certains, je crois qu'on revient à des formes de barbarie. On a des comportements de barbares. Catastrophe SNCF, mais regardez quand ils ont pris en otage les gens du train, là, quand ils ont dépouillé le train il y a quelques semaines de ça, le RER et tout. Mais arrêtez d'avoir les yeux avec de la glaise sur les yeux. On n'a pas voulu étouffer les incidents. Non, il n'y a pas eu volonté d'étouffer les incidents. Il y a eu une volonté, en revanche, là encore, de ne pas noircir la situation au-delà malheureusement du drame qui était ce déraillement, et de montrer aussi qu'il y a eu un formidable élan de solidarité, y compris de jeunes, voilà, qui qui ont essayé de porter secours le plus rapidement possible. Comme si à un moment donné, un jeune était une catégorie où tout le monde fait la même chose. C'est des pigeons, je sais pas. Alors il est évident que dans cette affaire de Brétigny, il y a dû avoir des jeunes qui se sont bien comportés et des jeunes qui se sont mal comportés. Exactement comme dans toutes les populations.
Donc à la fois il est possible que 4 salopards aient essayé de voler des portables à des secouristes et même peut-être à des cadavres, mais il est aussi, d'après d'autres témoignages que j'ai, aussi que des jeunes se soient portés au secours, comme on voit que de temps en temps des jeunes ont des comportements héroïques dans des immeubles en flammes, etc. Exactement comme chez les Français, il y a des Français héroïques et des Français salopards, des collabos et des résistants. Et essayons à un moment donné de faire de la sociologie même à Trappes, hein. Non, à Brétigny, je veux dire, même à Brétigny ou à Trappes. Et moi, j'ai essayé de recouper toutes les informations que j'ai eues. C'est pour ça qu'on n'a pas trop communiqué, parce que c'était très confus. Et je pense qu'il y a à Brétigny et des jeunes qui incarnent des valeurs très saines, qui peuvent devenir demain des champions de sport, capables de souffrir dans un effort d'entraînement, etc., et de porter très haut les valeurs du drapeau. Et il y a aussi des petits enculés qui attaquent les pompiers quand les pompiers interviennent, etc., etc. Et que la question mal posée, c'est pourquoi tous les jeunes de Brétigny devraient être soit des salopards ou soit des mecs bien. Il y a, comme dans toutes les catégories de la population française, des voyous et des salopards et des types bien à Brétigny. Et je n'ai pas, moi, à appuyer sur un bouton rouge ou sur un bouton bleu. Voilà. Donc je tends la main aux jeunes de Brétigny qui se sont portés au secours des blessés et qui ont fait sans doute des actes fraternels et citoyens. Il y en a eu, puisque j'ai eu des témoignages comme ça. Et je dis aux petits salopards qui votent les portables des pompiers ou qui essayent de dépecer les cadavres que ce sont des petites ordures condamnées par toutes les religions, hein, que ce soit l'islam, le catholicisme et même d'ailleurs, je crois aussi le judaïsme, en tout cas en interne, et que la voie dans laquelle ils se sont engagés, ils payeront un jour, hein, je veux dire, voilà. C'est pas, de toute façon, c'est pas une voie d'avenir, hein. Le dépeceur de cadavres et le voleur de pompiers en train de faire un acte de sauvetage, c'est pas, ces types-là n'ont pas beaucoup d'avenir, hein. Qui regardent bien le film Scarface jusqu'au bout, hein. Ça finit pas bien pour eux. Donc de toute façon, il y a une justice immanente, ils seront châtiés d'une manière ou d'une autre, et finalement, je suis pour leur châtiment le plus brutal. S'ils se font attraper par la loi, la justice, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Je ne suis pas pour le laxisme. Main tendue, mais ferme. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Le troisième truc, c'était... Selon France 3 Limousin, à l'origine de la rixe, 3 jeunes du quartier qui sont allés se rafraîchir dans la piscine d'une résidence privée. Un militaire polynésien leur demande alors de quitter les lieux. Les 3 jeunes refusent et la discussion s'envenime. Finalement, le militaire aurait été passé à tabac. Le lendemain soir, une 50aine de camarades du régiment seraient revenus dans le quartier pour régler leurs comptes. La police a dû intervenir à plusieurs reprises pour établir le calme. À l'heure où nous parlons, des militaires et des habitants de ce quartier sont en garde à vue. Alors là aussi, pareil, une histoire très compliquée, très embêtante, où des jeunes de quartier attaquent des militaires, qui sont d'ailleurs souvent issus de l'immigration, puisqu'il se trouve que dans le cas présent, c'était des types essentiellement haïtiens. Haïtiens. Je fais remarquer d'ailleurs que beaucoup d'engagés sont issus de l'immigration en France. Hein. Donc opposer le militaire à l'immigré, c'est encore un faux travail sociologique. Il y a des immigrés en uniforme, beaucoup, hein, parce que c'est souvent pour des raisons sociologiques, ceux qui s'engagent à l'armée, c'est pas les fils de notaires et les fils de journalistes de Canal+, hein, c'est des types issus du petit peuple, et l'immigration fait partie du petit peuple de France, sociologiquement c'est avéré, c'est plutôt le prolétariat que la moyenne bourgeoisie, la bourgeoisie supérieure, donc beaucoup de militaires sont d'origine immigrée, et il y a beaucoup de délinquance aussi chez les immigrés, c'est aussi explicable sociologiquement, et souvent quand on a des militaires et des immigrés qui sont en conflit dans certains endroits, ce qui est de plus en plus fréquent, c'est souvent aussi des Français d'origine immigrée contre les Français d'origine immigrée, mais qui ont choisi des voies différentes. Je préfère ceux qui ont choisi la voie de l'armée française que ceux qui ont choisi la voie de la voyoucratie. Mais une fois de plus, ceux qui ont choisi la voie de l'armée française ont plus d'avenir, à mon avis, que les autres. Hein. Voilà. Donc tout ça, c'est ce climat de la France qui pourrit en ce moment, pour des raisons de laxisme, pour des raisons de mauvaise éducation, pour des raisons d'idéologie dominante, pour des raisons de manipulation, et c'est ce chantier qu'il va falloir prendre en main demain. J'espère que le Front National le fera sainement et sérieusement quand il prendra le pouvoir, car inéluctablement il devrait arriver à prendre le pouvoir, sauf si on nous colle la guerre civile et la guerre mondiale avant. C'est souvent comme ça que le système a réagi face à une prise de pouvoir légitime d'une opposition légitime qui enfin arrive à reprendre la main face à des trahisons et des saloperies, dans lequel je mets aussi bien l'UMP que le PS, et d'ailleurs... le Front de gauche, les Verts, etc. On fera une petite digression d'ailleurs sur Mélenchon, si on veut. On voit aujourd'hui que Mélenchon, qui avait été beaucoup poussé contre Marine Le Pen... C'est ce que les observateurs appellent l'effet Bastille. Près de 120 000 militants du Front de gauche réunis ce jour-là, selon les organisateurs, et des conséquences révélées dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon accède pour la première fois à la 3e place dans les intentions de vote pour la présidentielle, avec 14% au premier tour. Et voilà Jean-Luc Mélenchon, 3e homme. Un peu comme
Bayrou à une époque. Le système fabrique des types comme ça, Valls aujourd'hui, Mélenchon hier, Bayrou avant-hier. Y aurait-il un phénomène Bayrou? Le candidat de l'UDF était à Aix-en-Provence aujourd'hui et des dizaines de personnes sont sorties sur son passage, l'ont suivi dans les rues, plus que d'habitude apparemment. Est-ce l'atmosphère lumineuse des rues d'Aix-en-Provence? Le succès médiatique de tous ces déplacements? La foule toujours plus nombreuse qui l'accompagne dans ses promenades en ville? Ou alors est-ce ce type d'encouragement? Bayrou, président! François Bayrou, en tout cas, est sur son petit nuage. Et à un moment donné, quand on les laisse à leur vraie valeur, ils n'existent plus beaucoup. Aujourd'hui, Valls disqualifie un peu Mélenchon, le PS a plus besoin, le système, je dirais, a plus besoin de Valls que de Mélenchon. Mélenchon est moins soutenu par le système. On voit qu'aujourd'hui, ça se passe pas très bien pour lui. Au front de gauche, quand ça ne va pas, il n'y a pas de demi-mesure. Pas une poignée de main, pas un bonjour, pas même un regard, non. À leur propre université d'été commune, Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent ont fait le choix d'afficher leur désaccord, comme le reconnaît le patron des communistes. J'ai cru comprendre qu'il était déçu. Mais on va s'expliquer. Je suis dans l'état d'esprit de faire avancer le front de gauche et la remarque que j'ai faite cette semaine sur le ton qui devait être le nôtre, elle a vocation à nous rendre plus efficaces et plus pertinents. Jean-Luc Mélenchon, lui, est resté silencieux, enfermé, aucune interview, aucun commentaire. Et effectivement, ce n'est pas la première fois que le duo se déchire. Il y a une rupture annoncée un peu avec le PCF, dont il avait cru prendre le contrôle en tant que trotskiste, ce qui est une énorme trahison pour moi qui suis issu du PCF. Le trotskard qui prend le pouvoir sur le stalinien, c'est vraiment la défaite totale de ce que représente le PCF par rapport à ses pires ennemis qui ont toujours été, je le rappelle, les trotskistes. Les alliés du PCF, c'était les gaullistes, et les pires ennemis, c'était les trotskistes, il faut bien le rappeler. Et Mélenchon, il semble que ça aille moins bien pour lui en ce moment. Donc, ils réfléchissent aussi à ce que c'est d'être porté par le système, à un moment donné, un peu moins porté par le système. Mélenchon intéresse moins aujourd'hui le système que Valls. Donc, Valls fait son petit numéro en ce moment, là. Ce gouvernement est un gouvernement de gauche. Le ministre de l'Intérieur, il est de gauche, il est socialiste, et il est fier de l'être et de mener cette politique. L'excité catalan qui rêve d'Israël. Oui, je l'aime bien. Je pense qu'il est courageux. Je pense qu'il réfléchit. Quand je le vois s'activer, je le vois aller à Trappes, aller sur le terrain. Il fait le boulot. Merde, quand même. Hier, Mélenchon était porté au pinacle parce qu'il a permis à Marine Le Pen de ne pas être élue à Hénin-Beaumont. Mais là, par exemple, sur l'affaire syrienne, on voit que Mélenchon ne peut pas suivre les otanesques jusqu'au bout. Que faut-il faire maintenant? Est-ce qu'il faut frapper militairement ou pas? Non, ça serait une erreur gigantesque. Peut-être le seuil d'une guerre beaucoup plus large que toutes celles que nous avons vues dans cette région jusqu'à présent. Vous dites non à toute intervention militaire? Absolument. Il est obligé de se positionner contre la guerre en Syrie, et notamment par tout le travail critique qu'on a fait sur lui, qui fait que, l'ayant bien démasqué comme agent trotskiste et comme atlantiste, on n'est pas le seul à l'avoir fait, d'ailleurs, des gens de son propre camp ont dit que c'était un atlantiste qui est vérifié par sa position sur la Libye, etc. Aujourd'hui, il est contre l'intervention en Syrie. D'autant que nous savons que les Nord-Américains ont l'habitude d'utiliser n'importe quel argument pour justifier une intervention militaire. Alors, cette fois-ci, c'est le gaz. En Irak, c'était je ne sais trop quoi. À chaque fois, il y a toujours des armes de destruction massive. Et ça, c'est un peu grâce à moi. Je l'ai poussé dans ses retranchements, Mélenchon. Mais comme il est contre la guerre en Syrie, il va se faire taper sur la gueule par le système. Donc je pense qu'il est possible que Mélenchon ait un peu mangé son pain blanc. Voilà. Et c'est amusant. Et pareil de voir des types qui ramaient avec le vent dans le dos et qui maintenant rament comme moi avec le vent de face. Et on voit qu'ils bougent. Finalement, ils avancent moins vite. Voilà. Vous avez quelques soucis, je crois, paraît-il, avec quelques centaines de Roms qui ont dans la ville une présence urticante et, disons, odorante. Bref, ceci n'est que le petit morceau de l'iceberg. Jean-Marie Le Pen est parfois rugueux sur la forme. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Le fond, c'est qu'il y a un énorme problème avec les Roms aujourd'hui. C'est ce que dit Christian Estrosi aussi. Que ce problème va s'aggraver et que même, d'ailleurs, les élus socialistes, les maires socialistes ne peuvent pas nier lorsqu'ils y sont confrontés. Sur ce terrain squatté depuis plus d'1 an par 150 Roms, les esprits s'échauffent. Cela fait plus de 15 jours que les arrivées d'eau les plus proches, à savoir 4 bornes à incendie, ont été coupées par la mairie socialiste de Wissous. Il y a eu des bornes à incendie qui ont été endommagées, qui ont été dégradées, qui ont été cassées par les Roms. Et donc il a bien fallu fermer les bornes à incendie, puisqu'il y avait des flots d'eau qui se déversaient sur la voie publique.
Ras-le-bol, le maire de Colombey-Saunieux qui menace aujourd'hui de démissionner suite à l'arrivée dans son village d'une grosse communauté de gens du voyage. Ces derniers se sont installés dans un champ privé alors que 3 aires d'accueil et une aire de grand passage existent sur la communauté de communes. Le maire se sent aujourd'hui démuni. C'est énorme pour nous, c'est 400 mètres cubes d'eau par jour qui sont consommés, c'est l'électricité qui a été prise complètement illégalement avec des branchements complètement obsolètes, c'est la gestion des déchets. Ras-le-bol des habitants, une crainte des habitants qui sont harcelés par la mendicité. Ils trifouillent dans les poubelles, ils viennent frapper au carreau, c'est ferraille, c'est à manger. Ma voiture a été cassée, la vitre a été cassée et ils m'ont volé le GPS et tout un peu le matériel qui se trouvait dans la voiture. Voilà, je peux pas sortir chez moi quoi. Le soir quand ils commencent à faire fumer leur truc, on est obligé de s'enfermer chez nous. C'est c'est pas normal quoi. Je comprends qu'il y a des problèmes, je comprends que ces pauvres gens, oui, c'est des pauvres gens effectivement. Ce qu'on n'arrive surtout pas à accepter, c'est pourquoi ils sont ici. Oui, alors les Roms, c'est ce qui va presque permettre de nous réconcilier avec les Beurs, d'une certaine manière, parce qu'il y a il y a 2 aspects. Aujourd'hui, on voit que l'espace Schengen et l'interdiction qu'a l'État français de contrôler ses frontières, parce que vraiment le pouvoir régalien d'un État, c'est la monnaie et les frontières, fait qu'on a un afflux massif, je dirais, de la pire racaille que l'humanité ait portée, qui sont les Roms de l'Est, là, des Albano, Roumano, etc., qui sont les spécialistes de la traite humaine. Depuis 10 ans, la Bulgarie est devenue l'épicentre d'un trafic d'êtres humains. Entre 10 et 20 000 femmes bulgares, contrôlées par la mafia, se prostituent dans les pays de l'Union européenne. Ce trafic, particulièrement lucratif, rapporterait plus d'1 milliard d'euros au crime organisé. C'est dans de petites villes comme Pernik, à la frontière de la Serbie, que la mafia bulgare recherche des femmes et des jeunes filles pour les forcer à se prostituer. De la mutilation d'enfants, etc. Et qu'on a ça qui déferle partout. Il y en a même à Saint-Germain-des-Prés à Paris, qui mendient dans la rue. Et qu'on est face à une déferlante de ces Roms qui viennent là pour spolier, qui viennent là pour parasiter, et qui agacent, là où ils sont, qui agacent finalement les immigrés un peu plus légitimes issus de notre ancien empire colonial. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit des agressions de camps de Roms par des Français d'origine maghrébine. Les habitants du quartier ont mis leurs menaces à exécution. Hier, en début de soirée, ils ont investi un camp de Roms pour les faire fuir et ont ensuite brûlé ce qu'il restait. Ils se sont fait justice eux-mêmes face à la lenteur de l'administration et pour répondre, affirme-t-il, à des vols à répétition. On a appelé tous les jeunes de la cité. Ils sont venus, on est allé les voir, on a discuté avec eux, on leur a dit écoutez, maintenant il faut partir. On vous la manger, on vous donne à manger, il n'y a pas de souci. Mais il faut que vous partez parce que là c'est plus possible, il y a trop de vols. Ils ont fait leur bagage, ils nous ont dit dans 1 heure on s'en va. Et c'est là qu'après les forces de l'ordre sont intervenues pour sécuriser sûrement l'endroit, pour voir qu'il n'y a pas de débordements et tout ça. Mais tout s'est très bien passé. C'est assez ironique, voilà. Donc je pense que cet afflux de Roms en France, qu'il va falloir gérer un jour, parce que c'est vraiment de la prédation sous-prolétaire. J'espère que ça aidera la France et les Français à comprendre qu'il faut qu'on reprenne le contrôle de nos frontières. Le destin de ces Roms est de retourner dans leur pays d'origine, qui est la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et l'Albanie, mais pas de continuer à voler les touristes en France, à mendier. Place de l'Opéra à Paris, un jour de semaine. Au milieu de la foule, des jeunes filles roms sont postées, un bloc-notes à la main, sans but apparent. Ni touristes ni parisiennes, elles sont en réalité à l'affût des passants les plus naïfs. Sur leur bloc-notes, le logo d'une association de sourds et muets. À l'aide de gestes, elles appellent aux dons de ceux qui veulent bien s'arrêter. L'association est fictive et ces jeunes filles ne sont ni sourdes ni muettes. Il s'agit d'une simple ruse pour soutirer de l'argent aux touristes. L'argent récolté par tous ces petits trafics est immédiatement remis à des adultes qui surveillent discrètement les opérations. Ce camp de Roms est installé maintenant depuis 6 mois, plus de 6 mois, et un bidonville que vous allez voir de 800 personnes. Des camps comme ça, il y en a 25 en Essonne, il y en a 250 en Seine-Saint-Denis, et il y en a des centaines en France. On avait un endroit qui était ludique à outrance, qui n'est plus du tout ludique, puisque 700 personnes où il y a des latrines tous les jours, plusieurs fois par jour, je vous laisse imaginer ce qui se passe sur les terrains. Toutes leurs ordures sont déversées dans les bassins. Qui va payer tout ça? Il y en a au moins pour plus de 150 000 à 200 000 euros pour nettoyer. On n'a pas à supporter ça.
Et je pense que là-dessus, il y a une certaine union sacrée qui se fera. Et la deuxième saloperie de cette affaire de Rome, c'est que ça crée la confusion dans l'esprit des Français entre les Roms, qui sont des prédateurs sans papier issus d'Europe de l'Est, et les gitans français de confession catholique et de nationalité française. Des guitares qui résonnent au milieu des caravanes, à quelques mètres seulement des étangs Camarguais. Comme tant d'autres ici, cette famille vient depuis plusieurs décennies aux Saintes-Maries de la Mer, prier et se retrouver pour le pèlerinage tant attendu. Sainte-Marie de la Mer, c'est l'endroit où toutes les familles se rencontrent. On ne se voit pas depuis des années, puis on se retrouve ici, les baptêmes se font ici, les demandes en mariage se font ici, tu revois les anciens que tu n'as pas vu depuis très longtemps. Il y a les Manouches, il y a les Sinto, il y a les Gashkanais, il y a les Yéniches, il y a les Gitans, et on est là, et les forains, on parle le même langage aujourd'hui, c'est religieux. Les gitans, c'est-à-dire les gens du voyage de Sainte-Marie de la Mer, etc., qui ont le droit quand même à un respect en tant que citoyens français et en tant que nomades. Moi, je pense qu'il n'est pas... Il est bon pour la diversité et le multiculturalisme français qui est important, qu'ils restent en France, des nomades, et qui sont, je dirais, nos gitans français. Dans la mesure où, effectivement, ils respectent nos lois, ce qui est pas... Bon, il y a quelques problèmes, mais... cette stratégie de l'espace Schengen ouvert intégralement, cette dégueulasserie qui fait venir des Roms en France, met en danger les citoyens français nomades qui sont nos gitans, qui parlent français, qui payent leurs impôts en France, qui souvent d'ailleurs sont des électeurs du Front National, et qui sont des catholiques. Faut pas l'oublier. Ici à Lourdes, on rencontre chaque année entre 7 et 8 000 personnes qui viennent de 4 coins de la France pour vivre ce pèlerinage qui est très important pour la communauté catholique des gitans et gens du voyage. La foi des gens du voyage, elle est palpable dans les caravanes. Il y a souvent des images de saints. Ils ont souvent le chapelet, ils ont souvent le... Puis ils prient souvent. À chaque pèlerinage, on est ici pour prier, et puis on croit, et puis ça nous plaît. On a toujours été rejetés par les gens, beaucoup de fois. Mais ma foi, voilà, c'est pas pour ça qu'on s'est disputé. Et qui, moi, j'estime qu'ils doivent être protégés en tant que citoyens français, exactement comme on doit protéger le citoyen juif, le citoyen musulman, etc. Et je crois que tout cet afflux de Roms actuel crée une confusion en France entre les Roms qui ne sont pas français et nos gens du voyage, citoyens français, gitans, catholiques. Et donc je dis bien que moi, je fais bien la différence, qu'il faut que les Français fassent la différence, et que cette politique dégueulasse menée actuellement crée cette confusion et met en France, une fois de plus, en danger et en tension des catégories de Français, notamment Français sédentaires et Français, je dirais, nomades, à cause de cette immigration incontrôlée, de cette volonté de confusion, avec cette espèce de terme, d'ailleurs immigré, générique, qui confond tout, et qu'il ne faut pas confondre les Roms et nos compatriotes, nomades gitans, que je salue, car ils représentent un aspect de la culture française, notamment les fêtes foraines, les cirques itinérants, les guitaristes de la rue des Rosiers à Saint-Ouen. Je salue, les descendants culturels de Django Reinhardt. Django, il est là. Bon, bien sûr, c'est Django, c'est une photo que j'adore, avec Edith Piaf. Mondine et Ninine, le père et le fils. Au fil du temps, la Chope des Puces est devenue une institution, un temple vivant du jazz manouche à Paris. Mondine, le père, tout comme Django, il accompagnait à ses débuts les accordéonistes des bals musettes. Tout comme Django, il initiera son fils Ninine à la guitare. Il représente quelque chose qui est respectable. Donc ne confondons pas. Et je montre du doigt toujours pareil les salopards et le système salopard qui met en tension une fois de plus des Français entre eux à cause de cette politique d'immigration incontrôlée
délétère et voulu par le système oligarchique, car je le dis bien, les délinquants en col blanc du haut ont besoin pour pratiquer leur délinquance d'occuper l'esprit du français de base avec de la délinquance horizontale sous-prolétaire. Donc la délinquance sous-prolétaire, qu'elle soit Rome, qu'elle soit, on va dire, je sais pas quoi, collabeur, islamo-racaille, tout ce que vous voulez, est voulue par la délinquance du haut. Et cette délinquance du haut, elle est très très largement identifiée sur le plan, effectivement, communautaire aussi. Hein, voilà. Hein, c'est-à-dire que les territoires perdus de la République sont la volonté des territoires occupés de la République. Hein, si vous comprenez bien comment ça marche. Donc si on veut lutter contre l'un, il faut lutter contre l'autre, et c'est un problème qu'il faut prendre globalement et dialectiquement, dans son unité. Hein, les gens qui vous disent, oui, mais ceux-là, ils ne nous gênent pas au quotidien, c'est ceux-là qui gênent au quotidien. J'entends souvent ça de la part des identitaires. Ceux-là qui nous gênent au quotidien sont voulus par ceux-là. Hein. Si on veut que ceux-là arrêtent de gêner au quotidien, il faut reprendre le pouvoir sur ceux qui ont le pouvoir. Or, ceux-là sont des nuisibles, mais ils n'ont pas le pouvoir. Hein. On peut dire ce qu'on veut des Roms ou des délinquants islamo-racailles. Ils n'ont aucun pouvoir, ils ont juste un pouvoir de nuisance. De même que d'ailleurs les musulmans en France n'ont aucun pouvoir, je le rappelle. Hein. Ils ont un pouvoir de nuisance peut-être, mais qui les dépasse, et dans lequel ils sont instrumentalisés. Donc si on veut reprendre la main, c'est au pouvoir qu'il faut s'attaquer. Hein. Quand il y a un robinet qui fuit, on passe pas son temps à éponger. À un moment donné, on essaie de fermer le robinet ou d'appeler le plombier et de réparer la fuite. Le con qui passe son temps à éponger en laissant le robinet couler, c'est un imbécile. Hein, voilà. Donc ça, c'est un petit message que je vous envoie aux identitaires sur la hiérarchie des combats et sur la manière globale dont il faut lire le problème. Je ne nie pas la nuisance sous-prolétaire immigrée, mais je dis que si on veut effectivement la régler un jour, et sainement, pas par une guerre civile de provocation, une reconquista débile, il va falloir s'attaquer au pouvoir qui veut tout ça. Hein. Et je l'ai expliqué, je le réexplique. La délinquance du haut a besoin de la délinquance du bas pour opérer et détourner la colère, effectivement, du petit peuple. Parce que le petit peuple voit quotidiennement la délinquance du bas, alors que la délinquance du haut fonctionne par des médiations. Elle est plus discrète. Mais la délinquance du haut, c'est le pouvoir. Il ne faut pas oublier. Et c'est au pouvoir qu'il faut s'attaquer. Crise oblige, le défilé du 14 juillet est marqué cette année du saut de la rigueur. Moins d'avions, moins de motos, moins d'invités. L'armée n'échappe pas au gel des crédits. Le moral des troupes est en berne, malgré le succès de l'opération Serval au Mali. Les efforts annoncés ont suscité une vive tension chez certains hauts gradés. Les soldats font leur métier dans des conditions souvent difficiles. On l'a vu au Mali et ils ont le sentiment que la nation désormais ne leur donne pas toujours les moyens dont ils ont besoin. La France aura-t-elle les moyens de ses ambitions? Pourra-t-elle mener de front certaines opérations? Le livre blanc prône la suppression de 24 000 postes supplémentaires d'ici à 2019. Son budget reste stable à 31 milliards 400 millions d'euros par an. L'armée de terre va souffrir. Elle est amputée d'une partie de ses chars Leclerc et de ses hélicoptères. Le nombre d'hommes mobilisables sur un conflit à l'étranger sera divisé par 2. Il passera de 30 000 à 15 000. Et puis ils sont la garde républicaine, c'est la dernière unité de montée en France qui assure avec beaucoup de panache cette descente des Champs-Élysées. Et Paris se met en colère, et Paris commence à gronder, et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille, et il ouvre ses prisons. Paris a la fièvre, il la soigne à sa façon. Il faut voir les pavés sauter quand Paris se met en colère. Alors dans cette logique de guerre civile voulue, on voit que le pouvoir oligarchique a aussi très peur de l'armée française. Parce que l'armée française, je le sais dans sa masse, est très très patriote et très lucide. Les militaires, comme ils sont en caserne, comme les gendarmes, les policiers, vont beaucoup sur Internet et se cultivent beaucoup politiquement parce qu'ils voient au quotidien et sur le terrain les manipulations qu'ils subissent. Et pour l'armée, les coupes budgétaires. Le livre blanc remis ce matin au président de la République garantit que l'effort demandé aux militaires sera limité. On supprimera quand même 20 000 postes d'ici 2019
Et il faudra faire des sacrifices. Par exemple, perdre 50 chars Leclerc, 60 hélicoptères et 50 avions de combat. Le ministre de la Défense l'a redit cet après-midi en présentant le livre blanc aux militaires. Le modèle d'armée sera plus compact, mais plus réaliste. Qui fait de l'armée française une armée qui n'a plus les moyens d'être l'armée de la France, qui ne peut plus être finalement qu'un auxiliaire de l'armée mondialiste à venir. Le pouvoir oligarchique mondial qui identifie la France comme quelque chose d'insoumis, c'est-à-dire un pays latin qui est une alternative à la domination anglo-saxonne et judéo-anglo-saxonne, c'est-à-dire ce monde de l'Ancien Testament. Il y a une volonté de mise au pas de la France, de destruction de sa culture profonde. Ça a été par l'immigration de masse, ça a été par l'américanisation, ça a été par la culpabilisation shoatique, on voit bien, et que le pouvoir oligarchique et je dirais collabo en France, on est un peu comme du temps de la guerre de 100 ans où comment dirais-je, les bourguignons travaillaient pour l'anglais, se méfie du peuple de France, de son armée, et veut la désarmer. Donc là, c'est comme ça qu'il faut comprendre les budgets de l'armée, la destruction de l'armée française en effectifs et en armement, en équipement, et d'un point de vue de sa logique de constitution. Le pouvoir aujourd'hui a peur des Français, a peur des corps constitués, a peur de tout, ce qui est très bon signe. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont totalement illégitimes et que ça serait difficile demain de les faire bouger contre le peuple de France. Alors à un moment donné, on est dans cette logique-là de plus en plus pour appliquer ce qui va venir dans le futur. C'est des lois antisociales sur le plan économique, avec des manifs, des répressions, etc. Il va falloir de plus en plus que ce pouvoir oligarchique, qui est minuscule et totalement illégitime, les Aziza, les Valls, les Minc, les Attali, les BHL, plus tous les collabos, on va même pas les citer tellement il y en a. À un moment donné, il va falloir qu'ils fassent appel à ces corps constitués pour se protéger du peuple en colère. Et là, c'est là que ça va devenir compliqué pour eux. C'est pour ça qu'à la fois ils les utilisent et ils en ont peur. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Quand Paris sonne le tocsin, ça s'entend au